Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Troll Érudit. Alors aujourd'hui je vais parler d'une série que j'adore pour compenser un petit peu après les chroniques de Nightshade. Il s'agit de l'épée de vérité. Donc l'épée de vérité, de quoi ça parle? Donc Richard, le héros, est un jeune guide forestier et qui fait un jour la rencontre de Callan, une jeune femme assez mystérieuse qui prétend venir de l'autre côté de la frontière, une barrière magique infranchissable qui sépare leurs deux pays. Et elle dit être venue demander l'aide du plus puissant sorcier connu, qui, bien entendu, n'est autre que le vieil ami de Richard. Et donc Richard, afin d'accompagner Callan et Zed, donc son ami, parce qu'ils vont devoir aller sauver le monde, tout ça, Richard reçoit de la part de Zed l'épée de vérité, donc c'est un puissant artefact assez antique, qui fait de lui le sourcier de la vérité. Donc cette série, c'est une série écrite par Terry Goodkin, un auteur américain. Alors elle est assez longue, hein, elle fait quand même 11 tomes. Hein, je vais pas donner tous les noms, mais je vais juste vous montrer les images des couvertures. Il y a une préquelle aussi à la série, donc un livre qui s'appelle Dead Dos, et il y a une suite qui est en cours de parution, donc le premier tome de la suite devrait paraître courant 2012 en France. Donc j'espère qu'elle sera aussi bien que la première partie, enfin que la première série. Au niveau de l'univers, alors là on a un univers qui est quand même très vaste. Si on a quelques éléments assez communs comme des sorciers, des dragons, il y a vraiment pas mal d'ajouts, pas mal de nouveautés créées par l'auteur. Et globalement c'est un monde qui est vraiment très vaste et très intéressant. Hein. Il est vraiment très coloré, très fouillé. On traverse pas mal de types de paysages, on voit plusieurs peuples différents. Chaque région en fait a son intérêt. Hein. Il y a plein de régions différentes, mais globalement il n'y en a aucune qui ressemble à une autre. Donc ça c'est vraiment bien, ça permet de renouveler sans arrêt au cours des 11 tomes qu'on va lire. Au niveau de l'histoire, ben elle est aussi très captivante avec plein de rebondissements et de mystères un peu partout. Donc même si elle est très longue, parce que bon c'est quand même 11 tomes bien remplis en général, elle se laisse suivre sans problème, hein, vraiment on accroche assez vite et très longtemps. Donc bon, il y a bien quelques ralentissements par-ci par-là, hein, forcément, il y a quand même, vu la longueur, c'est normal. Mais même avec ça, on arrive à suivre sans problème. Alors il y a quand même deux gros points noirs à ce niveau, au niveau de l'histoire, c'est les tomes 5 et 7. Bon, j'en reparlerai à la fin. Pour les personnages, comme le monde, hein, ils sont assez variés et assez intéressants. Hein, ils ont tous une personnalité assez fouillée. On s'attache très vite à eux quand même, hein, puisque vraiment, dès les premières lignes, tout de suite, on les trouve assez sympathiques. Donc s'il y en a quelques-uns qui sont assez classiques, bon, par exemple le héros, voilà le jeune guide forestier que quasiment personne connaît, qui devient un peu du jour au lendemain quelqu'un de très important, etc. Bon, ça c'est un peu du classique. Hein. Bon, il y en a quelques autres qui sont un peu moins conventionnels. Mais bon, dans l'ensemble, ils sont tous vraiment très attachants. Alors, la seule chose qu'on peut regretter, pour ceux qui aiment bien les personnages un petit peu ambigus, je dirais, c'est que là, globalement, tous les personnages principaux ou secondaires sont clairement définis comme méchants ou gentils. C'est soit tout noir, soit tout blanc, il y a pas vraiment de personnage un peu au milieu. Il y en a qui peuvent changer de côté en cours de route, mais en général le changement est assez radical. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien les personnages un peu gris comme ça, qui on sait pas trop s'ils sont gentils ou pas. Bon là il y en a pas vraiment. Hein. C'est peut-être la seule chose qu'on peut regretter à ce niveau-là. Pour les points positifs, premier point pour moi c'est une série qui est longue. Donc ça c'est vraiment bien parce que bon, contrairement au Chevalier des Maudes où c'était long mais c'était chiant, là c'est long mais c'est bien. Donc limite 11 tomes, quand j'avais fini les 11 tomes, j'étais un peu triste que ça se termine là. Quoi. Donc c'est pour ça que j'attends quand même la suite pour voir, en espérant qu'elle soit vraiment aussi bien. Deuxième point positif, l'univers, comme j'ai dit, qui est vraiment très intéressant, avec on voyage beaucoup, voilà, on plonge tout de suite dedans et vraiment il est vraiment très bien, il y a des centres d'intérêt un peu partout, etc. Donc ça c'est vraiment excellent.
très bonne immersion. Troisième point, les personnages, qui sont vraiment excellents, et auxquels on s'attache tout de suite, hein. Même les personnages secondaires, ils sont vraiment très bien. Pour les points négatifs, parce que oui, il y en a quand même, malheureusement. L'histoire déjà, par moment, elle est un petit peu tirée par les cheveux quand même. Surtout lorsqu'il s'agit de magie. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il se passe un truc un peu magique et que les personnages essayent de l'expliquer, c'est un peu folklorique. C'est limite les explications, on dirait que ça vient tout droit du donjon de Nalbuck. Donc par exemple, dans le donjon, là au début, les personnages disent que pour l'accomplissement de la prophétie, il faut un gnome unijambiste des forêts du Nord dansant la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon. Par moment ici c'est un peu la même chose. Bon, c'est pas avec des gnomes et du jambon, mais globalement on aurait pu résumer ça par la loi du ta gueule c'est magique. Hein. Donc, bref. Deuxième point négatif, c'est que l'auteur des fois radote un petit peu. Notamment sur ses discours contre les méchants. Ce que je veux dire par là, c'est que à partir du tome 4 ou 5, je sais plus à peu près, on voit bien qui est l'ennemi, hein, on sait, c'est l'ordre impérial, mais à quasiment chaque tome, il y a au moins un personnage qui fait un discours pour dire combien l'ordre impérial c'est pas bien et qu'il faut l'anéantir. Bon, quand on l'a lu une fois, deux fois, ça va. Bon, à la troisième, ça commence à être chiant, puis quand c'est déjà le quatrième tome où on répète la même chose, ça devient franchement lourd. Bon, surtout que c'est pas un petit discours, hein, ça fait quasiment un chapitre à chaque fois. Donc à force, les passages là, on les a passés vite pour arriver à la suite. Enfin, c'est un peu pénible, ça plombe un peu le rythme en fait. Donc ça, c'est dommage. Dernier point négatif, et le plus gros, c'est le gros point qui fait chier. C'est les tomes 5 et 7, surtout le 5. Alors qu'est-ce que j'ai contre ces deux tomes ? Déjà il faut savoir que sur ces tomes, les personnages principaux, enfin qu'on suit sur la plus grande partie du livre, ne sont pas les personnages principaux de la série. C'est-à-dire que l'auteur introduit des nouveaux personnages qu'on n'avait jamais vus jusque-là et qu'on va suivre quasiment tout au long du livre. Alors dans le fond, l'idée est pas bête, hein. Il y a quand même 11 tomes. Ça peut être pas trop mal de suivre d'autres persos que ceux qu'on a l'habitude de voir à chaque livre. Bon, pourquoi pas, hein, dans le fond, si c'est intéressant, que ça colle à l'histoire, ouais. Bon, le problème, c'est que le rapport à l'histoire, il y en a un, évidemment, mais il est quand même très léger. Franchement, on aurait très bien pu se passer de ça. Juste en résumant l'essentiel, quoi. Mais c'est surtout que ce qui leur arrive, on s'en fout complètement, quoi. Je veux dire, surtout dans le tome 5, mais les personnages, il y a qu'à voir la manière dont ils terminent. C'est genre l'auteur il s'est rendu compte qu'en fait ces personnages-là ne servaient strictement à rien et il s'en est débarrassé en les faisant crever comme des couillons. Et au final t'as vraiment l'impression d'avoir lu les trois quarts du bouquin pour que dalle quoi. Donc ça moi j'ai trouvé ça vraiment nul, hein, parce que voilà, on en a strictement rien à battre de ce qui leur arrive. Surtout que voilà, comme j'ai dit, on pourrait très bien zapper tout ça, juste résumer vaguement le lien avec l'intrigue principale et basta quoi. Dans le tome 7, c'est un peu la même chose. La seule différence qui le rend un tout petit peu mieux, c'est qu'il y a au moins l'un des personnages qu'on retrouve par la suite. Bon, même si son rôle est assez limité, au moins on retrouve le personnage par la suite. Alors que dans le tome 5, tous ceux qu'on voit là, tous les personnages qu'on suit, c'est bon, passé le tome 5, ils disparaissent. Hein. Donc bon, voilà, ça franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment dommage. Parce que... on retirerait ces deux tomes-là, franchement, la série serait vraiment quasiment parfaite. En conclusion, donc je lui mets 17 sur 20. Les 3 points que j'enlève, c'est notamment à cause des deux tomes que je viens de citer. Mais bon, malgré ça, l'Épée de Vérité, c'est quand même une excellente série que je vous recommande vraiment, parce que elle a vraiment un univers très vaste, très intéressant. L'histoire reste agréable, même si elle est très longue. Donc franchement, je vous la conseille. Même si les tomes 5 et 7 pour moi sont vraiment des cailloux sur le chemin, si je peux dire, ils sont vraiment pénibles. Bon, faut les lire quand même parce que ça fait partie de l'histoire et sinon on va en rater des bouts. Mais bon, voilà, je vous conseille vraiment de la lire, elle est vraiment très bien. Sur ce, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc à la prochaine, ciao.